Nous sommes toujours à Polymanga, nous sommes le dimanche 16 avril à Montreux et je suis avec Bruce de la chaîne Y Penser. Bruce, bonjour. Salut. Alors Bruce, je vais te demander de te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas encore. Alors je m'appelle Bruce Benamran et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Y Penser sur laquelle je fais de la vulgarisation scientifique. Ok. Donc est-ce que tu m'autorises à dire que tu es un petit peu le c'est pas sorcier du web ? Ah bah avec plaisir, ça je prends avec un énorme plaisir. Je sais pas si je suis digne, mais avec plaisir. En tout cas, moi, c'est comme ça que je prends je vois ton émission, c'est-à-dire c'est vraiment le côté montrer aux gens que la science, c'est pas que des termes compliqués, des trucs chiants réservés à une élite. N'importe qui peut comprendre et aimer la science, et c'est un peu la démarche que tu utilises. Bah, le truc, ce qu'il y a, c'est que quand on veut devenir scientifique, on est obligé effectivement de se coller des maths, des équations, des trucs compliqués. Moi, ce que je souhaite montrer, c'est que on n'a pas besoin d'être scientifique pour aimer les sciences et pour vouloir comprendre comment les choses marchent. Et donc, on doit être capable de comprendre comment les choses marchent sans faire de mathématiques du tout. Et on les comprend dans des termes simples. Donc du coup, je veux aussi revenir avec toi sur le côté phénomène autour de la vulgarisation des découvertes scientifiques. Je pense notamment à Dr Nozman, Dirty Biology et choses comme ça. Comment ça se fait que sur ces 2-3 dernières années, le nombre de chaînes de découvertes a explosé comme ça sur la toile ? C'est très difficile à dire en fait. C'est un peu les vagues du net, c'est comme ça. Si on prend juste l'exemple de YouTube, il y a eu à un moment donné vraiment l'humour. Ensuite, il y a la vulgarisation qui est arrivée. Maintenant, on est plus sur du vlog ou du prank, des choses comme ça. C'est assez vilain comme terme de parler d'effet de mode, mais il y a un peu de ça. C'est à un moment donné, il y a une chaîne de vulgarisation qui va commencer à marcher, en l'occurrence la mienne grâce à Antoine Daniel. Et puis d'un coup, les gens vont se rendre compte que d'autres chaînes comme ça, il y en a déjà, qui sont de grande qualité, puis ils vont commencer à les regarder. Donc ces chaînes-là vont aussi parler d'autres chaînes qu'ils connaissent, et puis ça va faire un peu effet boule de neige. Et jusqu'au moment où ça s'estompe, parce qu'il va y avoir une autre boule de neige qui va venir ramasser le truc. Mais tant mieux. Mais justement, tu parles des pranks et des choses comme ça, c'est des choses qui ne restent pas, alors que vous, les youtubeurs scientifiques, vous êtes encore là. Alors, on est encore là effectivement, mais déjà on n'est plus tous là. C'est-à-dire qu'il y en a. Je pense que quelqu'un qui se lancerait aujourd'hui dans la vulgarisation scientifique sur YouTube aurait beaucoup plus de mal qu'il y a un an ou deux. Et pour le coup, je suis pas tellement d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des chaînes de prank maintenant, des chaînes de vlog et compagnie qui sont en train de monter. Elles dureront peut-être pas des années non plus, mais je veux dire, ce sont des chaînes qui existent et qui font des centaines de milliers de vues, qui ont des dizaines ou des centaines de milliers d'abonnés et qui montent. C'est vraiment, c'est à la fois la beauté et la frustration qu'on peut avoir avec YouTube, c'est que YouTube, le contenu YouTube est fabriqué par son public. C'est le public qui décide de ce qui va marcher ou de ce qui va pas marcher. Et une fois qu'il décide que quelque chose marche, après, il y a un cercle vicieux ou vertueux selon ce qu'on en pense, qui fait que plus les gens aiment ça, plus ça marche, et plus ça marche, plus les gens regardent et aiment ça. Je voulais aussi parler un petit peu avec toi de la tournée que tu as fait avec Alexandre Astier. Donc tu as fait la première partie d'Alexandre Astier sur une bonne partie de l'exoconférence. Comment ça s'est passé ? Comment il t'a approché ? Ou est-ce que c'est toi qui l'as approché ? Est-ce que tu peux me raconter un petit peu la genèse de tout ça ? Alors en fait, quand l'exoconférence a commencé, il y a eu une première série de dates où il n'y avait pas du tout de première partie. Et quand il est passé sur Paris, donc moi je suis allé le voir. C'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois IRL. Et à partir de là, on a commencé à échanger un petit peu de temps en temps sur plein de choses. On parlait de bagnole, on parlait de tout et n'importe quoi. Et quand il a décidé d'attaquer la deuxième partie de la tournée, à savoir les grosses salles, ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle de ces salles fait que ils sont obligés d'avoir une première partie, en gros, pour faire simple. Et donc ils ont réfléchi à qu'est-ce qu'ils pouvaient bien mettre comme première partie. Ils se tentaient pas de mettre un stand-upper parce que ça faisait pas sens avec l'exoconférence. Ils voulaient pas non plus mettre de la musique. Et donc en fait il m'a envoyé un SMS comme ça un jour de nulle part pour me dire est-ce que tu accepterais de faire 20 minutes de première partie pour l'Olympia. Et j'ai dit bah évidemment que oui. Et donc on a fait tout l'Olympia et après il m'a dit écoute ça s'est bien passé donc maintenant on va enchaîner tous les zéniths. Et t'avais déjà fait un petit peu de comédie avant ça ? Jamais. Et du coup, t'as improvisé sur place? Ah non, ça n'a pas été improvisé. C'est-à-dire que j'ai quand même bien préparé un texte. Ensuite, il y a Jean-Christophe Ambert, le metteur en scène d'Alexandre, qui m'a mis en scène aussi. Donc, il m'a donné plein de combines aussi vite qu'il pouvait parce que moi, je partais de zéro. Et voilà. Et puis donc, au fur et à mesure, c'est devenu de mieux en mieux. Ça s'est étoffé, ça s'est rodé. Et puis voilà. Et puis à la fin, la dernière date qu'on a fait donc à Bercy, enfin à l'Accor Hotel Arena, c'est un grand moment. C'est-à-dire, je me suis retrouvé à faire mon truc devant 11 000 personnes, quoi. Donc c'était énorme. En tout cas, nous à Clermont, on est très fiers que tu aies fait la captation que tu as partagée sur YouTube dans notre beau zénith d'Auvergne. Oui, effectivement, c'était
C'était, ouais, c'est moi pour ça. Je remercie encore une fois l'équipe du Zénith de Clermont-Ferrand parce que c'est vrai que c'est les 2 soirs on a pu faire une captation et c'est à partir de ces 2 dates que j'ai pu faire la version donc qui est sur ma chaîne. Du coup, un dernier petit mot sur Alexandre Astier. Donc récemment, il a annoncé que Kaamelott le film était en tournage. Est-ce que tu peux juste nous dire s'il y a eu un échange de textos pour que tu apparaisses éventuellement? Alors, la seule chose qui s'est passée, c'est qu'il y a quelques mois, quand le sujet avait été lâché, que le tournage allait bientôt commencer, on a discuté, non pas du fait que j'allais jouer dedans ou pas, on a simplement, c'est-à-dire que moi j'avais vu dans la presse, sur internet, j'avais vu que le tournage devait commencer, je lui ai juste demandé si c'était vrai, il m'a dit oui, et on en est resté là, et je lui demanderai rien de plus. C'est de toute façon, il va faire le film qu'il a envie de faire, s'il pense que j'ai ma place dedans, il me demandera, et il a su me demander, donc il me demandera. S'il pense que ma place n'est pas dedans, il me demandera pas. Et je pense que quoi qu'il arrive, ce sera pour le mieux du film. Mais toi, t'as envie de participer? Ah mais moi, je lui ai dit, mais ça je lui avais dit bien avant ça, je lui ai dit, si à un moment donné, il y a besoin dans le fond d'un mec habillé en romain avec une hallebarde dont on voit même pas la gueule et qui sera coupé au montage, je suis dispo. Voilà. Donc ça c'est une évidence. Moi, ce qui me ferait vraiment plaisir à minima, c'est au moins de pouvoir assister peut-être à une journée de tournage. Ça, je lui avais dit, à mon avis, ça devrait pouvoir s'envisager. Mais en vrai, on verra, quoi. Très bien. Je reviens un petit peu à ta chaîne. Je voulais parler un petit peu des vidéos que tu fais pour le 1er avril, qui sont toujours j'ai l'impression qu'il y a toujours une très très grosse préparation, que tu cherches un machin. Dis-moi franchement, est-ce que tu te prépares pas toute l'année pour la vidéo du 1er avril? Oui et non. C'est-à-dire que dès que le 1er avril est passé, je suis déjà en train de réfléchir à ce que je vais faire pour le 1er avril l'année d'après. Mais c'est juste de réfléchir. Et en général, je passe par plusieurs idées que j'abandonne au fur et à mesure. Enfin, je les abandonne pas, je les mets de côté en me disant, si jamais il y a une année, je sais pas quoi faire, cette idée, elle est pas dégueulasse. Mais là, par exemple, si je prends l'exemple de cette année-ci, ça a été en plusieurs étapes. Il y a d'abord eu, vers septembre-octobre, j'ai eu envie de commencer à parler, à faire des vidéos, en gros, dont vous êtes le héros, où il y a plusieurs fins possibles, qui envoient vers plusieurs fins possibles. Après, vers mi-novembre, une fois qu'il y a eu les élections aux États-Unis, je me suis dit que j'allais parler peut-être de post-vérité et de comment des fausses informations peuvent passer pour des vraies informations, mais comme si de rien n'était. Et puis ensuite, en même temps, avec les évolutions un petit peu de YouTube, je voulais montrer que voilà, c'était aussi très facile de faire des vidéos rapides, entre guillemets, ce qu'on peut appeler le putaclic, c'est-à-dire vraiment des tops qui se font en 5 minutes, parce que vraiment les tops ont été faits très très vite. Ce sont des vrais tops, donc j'ai vraiment mis mes choix perso, mais ça n'a pas été préparé ni rien. Et voilà, donc en gros, je dirais que j'ai commencé à bosser vraiment l'écriture en décembre. Ça a dû prendre quelque chose comme, allez, on va dire l'un dans l'autre 2 semaines, mais étalé sur 3 mois, puisque je suis revenu dessus, j'ai changé des trucs. Et pour le coup, c'est un bon mois de travail pour faire toutes les vidéos, tout le montage, etc. La vidéo 1er avril dont t'es le plus fier, c'est laquelle? La vidéo 1er avril dont je suis le plus fier, c'est clairement la deuxième, celle où il y avait toutes les collaborations de plein de youtubeurs avec les 7 histoires extraordinaires. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si c'est la vidéo la plus vue sur ma chaîne. Je veux dire, je sais, mis à part le fait que clairement tous les gens qui étaient dedans l'ont aussi partagé, donc ça crée nécessairement de la visibilité. C'est une vidéo vraiment qui est. Alors moi maintenant, quand je la regarde avec le recul d'expérience, je vois des défauts. Notamment techniquement, j'aurais pu améliorer ci, j'aurais pu changer ça. Le son à ce moment-là, il est pas terrible. La lumière, j'aurais pu vous changer un peu les couleurs. Mais à côté de ça, c'est une vidéo qui est impeccable. J'en suis super fier de cette vidéo. Alors je voulais parler aussi de 2 personnes qui sont très importantes et qui reviennent régulièrement dans tes vidéos. Je voulais savoir l'affection ou la vision que tu as de ces 2 personnes. C'est Nikola Tesla et Aristote. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces 2 personnes? Alors, Nikola Tesla, pour moi, c'est vraiment, c'est un personnage qui est vraiment, pour moi, c'est un personnage parfait de film en fait. C'est-à-dire que c'est un des inventeurs les plus géniaux au monde. La façon dont il crée ses inventions, c'est quasiment du paranormal. Quand on lit son autobiographie, c'est-à-dire qu'il a des flashs où il voit d'un coup les inventions. C'est un type qui ne fait pas de plans, qui ne prépare pas, c'est-à-dire qu'il fait ses plans dans sa tête. C'est-à-dire qu'il fait des prototypes en 3D dans sa tête, il les teste, il voit dans sa tête ce qui ne marche pas, il l'améliore, il corrige, et une fois que c'est fait, il fait la version finale. C'est un gars, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une invention au XXe siècle qu'on lui doit pas de près ou de loin. Déjà, tout ce qui marche à l'électricité, c'est lui. Tout ce qui utilise des ondes, c'est lui, parce que la radio, c'est pas Marconi. On pense que c'est Marconi qui a inventé la radio. Marconi a inventé une radio qui marchait pas. Et qui utilisait 17 brevets de Tesla.
Voilà, c'est Tesla qui a inventé tout ça. Tesla, quand il y a eu, je crois, l'exposition, alors je sais plus si c'était l'exposition universelle ou un truc du genre qui était aux États-Unis en 1899, il me semble. La démonstration qu'il a faite, c'est qu'il a fait un sous-marin. Donc dans un grand aquarium, il a fait un sous-marin, donc déjà YOLO. Radio-commandé. Faut imaginer à l'époque, c'est-à-dire que en 1899, il me semble, ou 97, c'est-à-dire qu'à l'époque, les rues sont éclairées quasiment à la bougie et au gaz, quoi. Enfin, voilà. Et donc ce gars-là, il fait un sous-marin téléguidé dans une expo. Et puis à côté de ça, c'est un type qui est passionnant pour toute son histoire, mais c'est un type qui a été totalement méconnu, qui est mort dans la solitude la plus complète parce que c'est un gars qui bossait seul, qui n'a jamais fait école. Et face à lui, il y a Edison. Et donc pour moi, ça fait une histoire qui est parfaite. Maintenant, pour Aristote, à la base, c'était juste un running gag, c'est-à-dire que les 3 premiers épisodes que j'ai fait, quand j'ai creusé les sujets, je me suis rendu compte qu'Aristote avait émis des hypothèses qui étaient fausses, les 3 fois. Donc au bout d'un moment, je commençais à chercher et je me suis rendu compte de 2 choses. Il y a une chose qui est assez forte, c'est que quel que soit le sujet, il s'est toujours posé la question. C'est-à-dire qu'il y a un mec curieux d'absolument tout, il s'est posé toutes les questions, mais il a quasi systématiquement eu tort. Et après, on me dit oui, mais il y a 2500 ans, on pouvait pas savoir, mais il y a des trucs où il avait tort, on pouvait savoir. Je veux dire, quand il dit les mouches ont 4 pattes, il suffisait d'attraper une mouche et de compter. Je veux dire, c'est un gars qui sortait des idées de son chapeau, à tel point que je me suis demandé si le gars était pas un troll, en fait. Si le gars, il disait pas tout et n'importe quoi juste pour voir si les gens allaient le suivre. Donc c'est un personnage qui me fascine aussi, dans un sens. Il n'y a pas prescription maintenant justement pour le laisser un peu tranquille? Alors, déjà j'en parle beaucoup moins, mais alors il y a prescription, oui et non. Ce qui se passe, c'est qu'il faut pas oublier qu'Aristote, jusqu'au XIIIe siècle, c'était la loi, quoi. C'est-à-dire que quelque chose qui allait contre l'idée d'Aristote, fallait avoir les bollocks sérieusement accrochés pour pouvoir défendre une idée contre Aristote. Il y a quand même 3 gars qui, je crois, au XVe siècle, ont essayé de démonter des thèses d'Aristote. Ils ont été arrêtés, les gars. Je veux dire, c'était un truc assez sérieux. Aristote, c'était Dieu le Père, hein. Donc, pour le coup, c'est pas de sa faute à lui. Même si ça lui aurait certainement pas déplu, mais voilà, donc moi c'est bien de casser un peu cette image-là. C'est malheureusement déjà la fin de notre interview, hein, car ça passe toujours très très vite. On a pour coutume de laisser à notre interviewé le mot de la fin, donc que tu parles de ce que tu veux, si t'as envie de parler d'un livre, d'un film, d'une chaîne YouTube. La seule interdiction maintenant, c'est l'autopromo. D'accord, moi je croyais qu'il fallait juste que je dise un mot. Non, d'accord. Long mot de la fin. Alors, ok, donc du coup je vais parler de 2 choses. En plus il y a pas d'ordre, c'est juste parce que j'y pense maintenant, mais il y a un film que je conseille aux gens qui s'appelle Prédestination, qui est je crois un des films les plus fins et les plus subtils que j'ai pu voir sur le voyage dans le temps. Qui est vraiment un super film avec Ethan Hawke, qui est méconnu. On sent que c'est un petit film à petit budget, mais qui est vraiment superbe. Et un livre, il y a la BD de Florence Porcel, Mars Horizon, que je conseille. Voilà, ça parle de Mars, en même temps on apprend plein de choses. Ça a de la gueule. Merci beaucoup Bruce, donc on peut toujours te retrouver sur ta chaîne YouTube Y Penser, on peut aussi te retrouver en librairie sur le livre. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, au revoir.